Bonjour à tous, bonjour Marc. Bonjour. Alors suite aux annonces gouvernementales de renforcement des mesures sanitaires liées à la Covid-19, il nous a semblé important de refaire un point sur des infos pratico-pratiques pour lesquelles on est souvent sollicité. Tout d'abord, nous allons évoquer le cas des arrêts de travail dérogatoires liés au Covid. Également la possibilité d'activité partielle pour garde d'enfants suite à la fermeture des écoles. Et enfin, nous referons un focus sur les déplacements professionnels dans le BTP. Tout d'abord, Marc, nous voulions faire un point sur la gestion des cas contacts, enfin des cas liés au Covid, donc personnes symptomatiques, cas contacts, ou même carrément personnes diagnostiquées Covid. Dans ce cas de figure, que se passe-t-il dans l'entreprise? Quelles sont les démarches à effectuer de la part de l'employeur? Eh bien, plutôt que de vous faire des longs développements, nous avons choisi de vous résumer en images. Donc, sur l'écran, vous allez voir les différents cas qui vont s'afficher. Le premier cas, nous sommes en présence de personnes symptomatiques. Donc les personnes symptomatiques vont devoir s'isoler à domicile pour une durée minimale de 7 jours, dès lors que le télétravail est impossible. Dans ces 7 jours, elles vont devoir, à partir du premier jour, se déclarer sur déclare.amelie.fr et à la suite de ça, effectuer les tests nécessaires pour savoir si oui ou non elles sont contaminées. Donc à J+4 maximum, à partir donc de cette déclaration, elles devront faire valider, enfin je ne vais pas dire valider, enregistrer le test, le résultat du test toujours sur déclare.amelie.fr et si le test est négatif, il y a fin de l'arrêt et de l'indemnisation qui s'y rapporte. Si le résultat est positif, il va y avoir un arrêt dérogatoire prolongé et l'assuré sera appelé par l'assurance maladie qui lui adressera une prolongation de l'arrêt de travail. Et c'est seulement à la fin de cet arrêt de travail qu'il y aura bien sûr reprise du travail. Deuxième cas de figure, qu'est-ce qu'il en est des cas contacts ou des parents d'enfants qui auraient été déclarés cas contact car mis en relation avec une personne qui a le Covid? Eh bien, c'est à peu près pareil. Regardez sur votre écran. Donc, même chose de toute manière, l'arrêt dérogatoire donnera lieu à la perception d'indemnités journalières et au complément d'employeur. Ça ne bougera pas. Dans le cas qui nous occupe ici, parents d'enfants cas contact, dès lors que le télétravail est impossible, c'est le critère de base, on se retrouvera avec finalement la même procédure. La déclaration à l'assurance maladie, et pour ceux qui se seraient déjà spontanément isolés avant cette date, l'arrêt peut être rétroactif dans la mesure de 4 jours. Ils vont devoir passer le test antigénique et selon les résultats du test, on se retrouve, comme dans le cas précédent, soit reprise du travail immédiatement, soit prolongation de l'arrêt de travail. Très bien. Et alors, dernier cas de figure, les personnes contaminées par la Covid. Alors, pour elles, l'employeur, que doit-il faire? Alors, pour celui-là, toujours en image, les personnes qui sont contaminées par la Covid-19 vont devoir réaliser, elles aussi, c'est assez logique, un test antigénique ou PCR, RPCR. Et si le résultat du test est positif, on continue à les isoler. S'il est négatif, ils pourront reprendre le travail. Très bien, Marc. Et concernant les arrêts de travail dérogatoires, ces arrêts de travail, est-ce qu'on peut noter une différence de traitement entre les salariés et les travailleurs indépendants, les travailleurs non salariés? Alors, il va s'agir bien sûr de l'indemnisation par la CPAM. Toujours sur votre écran qui s'affiche. Regardez, dès lors que le télétravail est impossible, il y a plusieurs cas qui sont pris en charge. Le déplacement pour motif impérieux, mais qui est peu utilisé dans notre domaine, puisqu'il va s'agir des déplacements entre le territoire métropolitain et un pays étranger. Les cas contacts qui sont identifiés par un patient zéro et qui sont alertés par l'assurance maladie. Le patient zéro lui-même qui a été détecté et le patient symptomatique qui est mis en isolement pour le test. Donc ça, c'est pour les salariés. Pour les travailleurs indépendants, nouveau slide, on aura
En fait, la même chose sur le côté droit, les mêmes prises en charge, mais également, et c'est là où est l'astuce, c'est que pour les travailleurs indépendants, seront également indemnisés dès lors que les parents ont des enfants qui sont sans école ou isolés, ou les personnes vulnérables selon certaines pathologies. Alors, toujours par rapport à cette indemnisation par la CPAM dans le cadre Covid, je vous propose du coup une nouvelle planche où vous allez voir le récapitulatif des démarches selon les cas. On retrouve personnes vulnérables et garde d'enfants. Avec les démarches, c'est le salarié ou l'employeur qui va bénéficier du dispositif du chômage partiel. Le travailleur indépendant qui réalise la déclaration sur déclare.amelie.fr et la CPAM qui envoie au travailleur indépendant le certificat d'isolement. Le déplacement pour motif impérieux, je vous laisse le découvrir, on ne va pas le détailler puisque ce n'est pas très souvent dans nos cas. Le cas contact alerté par la CPAM, c'est le salarié ou le travailleur indépendant qui se déclare. Le salarié remet le certificat d'isolement à son employeur. La CPAM envoie par courrier au salarié ou au travailleur indépendant le certificat d'isolement et l'employeur réalise l'attestation de salaire à réception du certificat d'isolement. Pour le patient zéro qui a été détecté par un professionnel de santé ou le patient symptomatique, vous pouvez également découvrir les démarches à accomplir pour chacun d'eux. Alors Marc, avec la fermeture des écoles, la fermeture également des crèches ou des centres de loisirs, avec le réaménagement du calendrier scolaire, notamment pour la zone scolaire qui nous concerne, on a un certain nombre de parents qui se retrouvent sans solution pour garder leurs enfants de moins de 16 ans. Par ailleurs, on sait que dans le BTP, on n'a pas que des emplois télétravaillables. Voilà. Exactement. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer le dispositif de chômage partiel pour garde d'enfants de moins de 16 ans? Eh bien, en fait, à défaut de poser des congés payés, ce qui est aussi possible, ou les salariés concernés devront être placés en activité partielle pour garde d'enfants. Dans ce cas, le salarié concerné devra fournir une attestation par laquelle il attestera sur l'honneur ne pas pouvoir télétravailler, qu'il obtiendra le cas échéant par son employeur, et que son conjoint ne peut garder les enfants, puisqu'il ne peut pas y avoir un doublon à ce niveau-là par les deux conjoints. D'après les annonces gouvernementales, les entreprises concernées ne devraient subir aucun reste à charge. Et nous tenons à votre disposition le modèle d'attestation pour les salariés qui se retrouveraient dans cette situation. N'hésitez pas à nous la demander. Nous avons aussi beaucoup de questions actuellement qui tournent autour des obligations relatives aux déplacements professionnels, que ce soit les déplacements des salariés ou des chefs d'entreprise eux-mêmes. Pour les salariés du BTP, notamment, quels justificatifs doivent-ils présenter lors d'un contrôle routier ? Oui, alors tout d'abord, rappelez que les déplacements interrégionaux sont possibles dès lors que les salariés disposent de leur justificatif de déplacement professionnel. Alors justement, concernant le justificatif de déplacement professionnel, c'est bien ce document que l'employeur va délivrer à son salarié dès lors que les déplacements professionnels ont lieu à une distance supérieure de 10 km par rapport au lieu du domicile du salarié. Mais enfin bon, pour s'exonérer de cette réflexion, autant la délivrer à tous les salariés, surtout que par nature, on est quand même plutôt dans une activité nomade. Donc le salarié peut être le matin à un endroit et l'après-midi à un autre endroit. Et aussi, c'est ce justificatif qu'il faudra que le salarié dispose lorsqu'il fera des déplacements professionnels à l'heure du couvre-feu, c'est-à-dire après 19 h. On pense notamment au cas du dépannage ou parfois à des heures très tardives, l'artisan ou l'un de ses salariés dépanneurs doit se rendre chez un client particulier. L'intérêt de ce justificatif, c'est qu'il est délivré par l'employeur selon la durée de validité choisie
par le chef d'entreprise. Donc on pourrait dire par exemple actuellement jusqu'à la fin avril, voire jusqu'à fin mai, peu importe. Et l'autre intérêt, c'est qu'à part avoir une pièce d'identité justifiant du nom qui est indiqué sur le justificatif, il n'y a pas d'autre justificatif à produire pour justifier, encore une fois, le déplacement professionnel. Et concernant les chefs d'entreprise, doivent-ils disposer de la même attestation? Alors non, malheureusement, puisque sur le justificatif de déplacement professionnel, il est clairement indiqué « Les travailleurs non salariés pour lesquels ce justificatif ne peut être établi doivent en revanche se munir de l'attestation de déplacement dérogatoire en cochant le premier motif de déplacement. » Donc vous voyez sous vos yeux s'afficher cette attestation. Alors le problème, c'est que cette attestation, elle pose plusieurs problèmes pour nos chefs d'entreprise. Tout d'abord, cette attestation sur l'honneur est à usage unique. Elle est datée et signée par la personne qui doit se déplacer. Donc ça implique qu'elle doit être faite quotidiennement et voire même lorsqu'on a les déplacements de journée, puis un dépannage après 19 heures, puisqu'il y a 2 colonnes, éventuellement une deuxième fois dans la journée. Donc lourdeur administrative extrême pour nos chefs d'entreprise. Donc ça, c'est le premier problème. Et la deuxième lourdeur administrative, c'est que à l'appui de cette attestation, il faut bien sûr avoir son titre d'identité, comme tout à fait normal, comme pour le justificatif des salariés, mais il faut aussi avoir le justificatif de son déplacement, c'est-à-dire le fait d'avoir un devis chez un client, le fait d'avoir, donc encore une fois, lourdeur extrême qui ne nous convient pas. C'est pourquoi on a sollicité la préfecture de l'Aube pour leur demander une dérogation à ce dispositif et que nos chefs d'entreprise non salariés puissent utiliser le justificatif de déplacement professionnel comme leurs salariés, puisqu'il s'agit exactement des mêmes déplacements, donc il n'y a aucune raison d'imposer cette lourdeur administrative à nos artisans. Évidemment, on vous tiendra au courant, je pense que la réponse va tomber très rapidement. On vous tiendra au courant sur ce sujet-là. Profitons-en. Est-ce que tu peux rappeler en quelques mots la règle en matière de showroom? On est souvent interrogé sur les showrooms pour nos entreprises. Alors, on les ouvre ou on ne peut pas les ouvrir? Je ne vais pas dire à deux vitesses. Les showrooms doivent rester fermés, puisque ce sont des lieux qui vont amener plusieurs personnes à se côtoyer et que l'objectif du confinement, c'est d'éviter ce regroupement. Maintenant, on a l'artisan a la possibilité soit de maintenir ses rendez-vous en clientèle, dès lors que le client le souhaite ou l'accepte, mais également, du coup, de faire venir à son entreprise tel ou tel client, mais sur rendez-vous, pour éviter justement ce regroupement de clientèle. Et évidemment, dans le respect le plus strict des gestes barrières, tout à fait. Que ce soit chez vos clients ou que ce soit au sein de votre showroom ou au sein d'un bureau dans votre entreprise. Voilà. Et bien, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Sachez que pour tout complément d'information, il vous suffit de contacter le service juridique de la CAPEB de l'Aube, dont les coordonnées s'affichent sous vos yeux. Merci à tous et à bientôt. Merci.